Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. En Guinée, une délégation de la CEDEAO est arrivée à Conakry pour servir de médiateur après le coup d'État du 5 septembre. L'auteur du coup d'État, le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya, s'est déplacé pour l'hôtel Riviera de la capitale guinéenne afin de rencontrer la délégation de la CEDEAO. Via son compte Twitter, l'Union africaine, quant à elle, a annoncé également la suspension de la Guinée de toutes ses instances. Mais pourquoi l'armée devient-elle dangereuse pour la démocratie en Afrique? Suivons maintenant le décryptage de la situation guinéenne par les analystes, qui sont sur le plateau de BNews One. Suivons. Donc fait le déplacement de Guinée-Conakry en cette fin de semaine. La Guinée-Conakry qui est arrivée brusquement au devant de l'actualité au cours de ces derniers jours avec ce coup d'État et qui a eu lieu le dimanche 5 septembre 2021, on dirait tout simplement veille de rentrée scolaire au Cameroun et pratiquement dans un nombre de pays africains. Alors depuis la survenue donc de ce coup de force, et pour ceux qui aiment bien éviter les termes de coup d'État, les sanctions continuent donc de pleuvoir sur la Guinée-Conakry, mais les uns et les autres s'accordent à dire que l'armée est véritablement dans ce rôle. L'armée est là pour résoudre les problèmes de gouvernance, les problèmes pour amener les uns et les autres à l'ordre face à leur indiscipline dans les questions de gouvernance, face à leur indiscipline dans la question de modification des constitutions, question de s'éterniser ad vitam aeternam au pouvoir. Voilà donc la situation en Guinée-Conakry. Mais la question qu'on veut se poser, d'entrée des jeux, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Il se pourrait que le programme tel que défini par le président Alpha Condé n'a pas été respecté. Le président déchu Alpha Condé n'a pas respecté les desiderata du peuple. Et on se souvient très bien, c'est quelqu'un qui a eu à le dire maintes fois. Il ne serait pas bon pour lui de modifier la Constitution parce que ça n'entre pas dans ses objectifs. J'essaye de paraphraser. Bon, pour être plus précis, il disait tout simplement dans une interview accordée donc à un journal africain, il disait tout simplement « Je ne modifierai jamais la Constitution de mon pays car le fait serait tout simplement moi-même me porter en faux contre ceux dont j'ai lutté pendant toutes ces années. » Il faut dire que c'est un opposant qui a passé plus de 30 années, comme on dirait entre guillemets, dans le maquis. Très bien. Et étant même déjà au niveau de l'opposition, il faisait beaucoup de promesses. Tout à fait. Mais c'était sans oublier que nous étions là dans le terreau politique. Et en politique, je me souviens comme ça de Charles Pasqua qui disait « Les promesses n'engagent que ceux qui y croient ». Et Alpha Condé s'est retrouvé rattrapé par les réalités de la politique. Il a donc été victime de ce fameux troisième mandat. Bon, on ne peut pas à proprement parler dire que Alpha Condé a fait un coup d'État constitutionnel. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il a fait un coup d'État institutionnel parce qu'il a instrumentalisé un référendum. Il a instrumentalisé un référendum et il est passé pour, du moins, obtenir un troisième mandat. Mal lui en a pris. L'armée était, on va dire comme ça, au garde à vous et elle a intervenu. Mais moi, je fustige ces armées qui daignent faire la politique. Le rôle de l'armée aujourd'hui, c'est d'accompagner le politique. Le rôle de l'armée, c'est de procéder à la sécurité à l'extérieur des frontières et à l'intérieur des frontières. Une armée, sous le fallacieux prétexte qu'elle essaye d'aider le peuple à résoudre ses problèmes en faisant tomber un régime, une armée qui procède ainsi, pour moi, n'est pas une armée républicaine. Une armée qui procède ainsi en faisant tomber un pouvoir dont il n'accepte plus les modes de fonctionnement n'est pas une armée républicaine. Avant d'arriver là tout à l'heure, pour ce qui peut donc amener l'armée à une telle réaction, commençons, et si nous commençons déjà par comprendre la situation. Une fois de plus, on s'est dit, les observateurs ont dit cette semaine que l'armée, et pour rejoindre le thème de cette émission, l'armée comme maître du jeu en Guinée-Conakry. Ça veut dire que c'est une histoire qui dure et perdure même encore, docteur Machia.
Bien, considérer l'armée comme maître du jeu en Guinée-Conakry, ceci pourrait un peu être amusant. Mon point de vue, ce serait celui qui instrumentalise l'armée, qui serait le maître du jeu politique en Guinée-Conakry. Il faudrait, pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui en Guinée-Conakry, il faudrait rentrer dans l'histoire. Et nous n'irons pas très loin. Déjà à partir de 1958, lorsque le général de Gaulle, et dans sa propagande, essaye de vendre aux Africains le projet de la communauté franco-africaine, la Guinée s'y oppose à travers Sékou Touré, qui dit ouvertement au général de Gaulle qu'il préfère la pauvreté dans la dignité, à la richesse dans la servitude. Et c'est comme cela que la Guinée-Conakry accède à son indépendance en 1958, juste après le Ghana qui venait d'être accédé à son indépendance en 1957. Et cette Guinée de Sékou Touré là est combattue par la France qui mène des actions obscures en vue de fragiliser ce pays d'un point de vue économique et mettre le président Sékou Touré en difficulté, qui se présentait déjà là comme un contestataire soit de la France-Afrique ou encore de l'impérialisme qui avait été systématiquement mis sur pied par les puissances coloniales, les anciennes puissances coloniales. Sékou Touré a été vaincu. Lansana Conté a pris le pouvoir. Après lui, Dadis Camara a monté un coup d'État et les élections ont été organisées pour la première fois. Le président Alpha Condé les a remportées et il se trouve aujourd'hui qu'il est victime d'un coup d'État. Le coup d'État dans les relations internationales, du moins dans les rapports nord-sud, sont souvent des mécanismes opératoires des nations impérialistes. Les coups d'État traduisent parfois ce néocolonialisme que nous contestons depuis un bout de temps. Alors, pourquoi parlons-nous de néocolonialisme? Pourquoi parlons-nous de ce nouveau visage de la France-Afrique que nous avons parfois oublié depuis un certain temps, mais qui est en train de remonter en surface? On a vu le Mali, le Tchad, maintenant la Guinée-Conakry. Le problème, c'est le président Condé serait en train de payer le prix de son panafricanisme. De son panafricanisme parce que depuis un certain temps, il tient à couper le cordon ombilical économique avec l'ancienne puissance coloniale qui est la France. Et souvenez-vous, le président Ouattara, lors d'une grande rencontre internationale, lorsqu'il a eu à dire qu'il tenait à couper ce cordon ombilical économique, le président Ouattara lui a dit attention Alpha Condé, tu es en direct et ça voudrait dire que tu es écouté par ces puissances obscures qui pourraient te faire du mal. Alors, c'est ma première prise de parole. Je pourrais développer pour expliquer les fondements économiques de la déstabilisation de ce chef d'État par une nation obscure dont je ne foquerai pas ici pour le moment. Je préfère d'abord m'arrêter à ce niveau. Très bien. En écoutant le docteur Machia, mon cher Ali Chalikiam, on se dit, voilà donc qui plante le décor. Nous sommes ici à un sommet. Il a évoqué, c'est un sommet de la CEDEAO, qui, on connaît également la participation de quelques représentants des puissances étrangères, notamment la puissance colonisatrice qu'on appelle la France. Et il y a donc cette déclaration, le président Alpha Condé, qui demande qu'on essaie de reconsidérer les rapports qui ont toujours existé entre les deux parties. Et quelque part, il y a donc cette exclamation, ça a d'ailleurs fait le tour des réseaux sociaux. Mon cher, vous étiez en direct. C'est dire tout simplement que c'était le point de départ d'une chute, parce que d'aucuns ne voudraient pas comprendre qu'on se soit seulement arrêté aux questions de modification de la Constitution pour l'obtention d'un troisième mandat. Oui, mais justement, mon cher Constant, ce coup d'État en Guinée-Conakry vient encore interpeller les chefs d'État africains, interpeller la société civile africaine, qui a encore un travail
un gros travail à faire pour véritablement avoir l'indépendance dont on nous a montré une face dans les années 1960 et puis 1958 précisément en Guinée-Conakry. Parce qu'en réalité, cette déclaration qui était un peu comique, qui était un peu sarcastique de Ouattara en live, voudrait tout simplement dire que c'était des bébés, des enfants qui étaient en train de causer, qui étaient en train de prendre le déjeuner, qui étaient en train de célébrer leur pseudo-victoire, leur aisance, leur opulence, et qu'ils étaient suivis de près par leur père, par ceux-là qui sont leurs maîtres. Je crois que vous êtes tout simplement en train d'ironiser. Une ironie, peut-être. Leur père, celui-là qui aurait travaillé dans l'obscurité pour que les uns les autres soient là. Donc, dire quelque chose de ce genre, couper le cordon ombilical, serait une forme de traîtrise, premièrement. Deuxièmement, une forme de rébellion, de soulèvement et de mettre sa vie en péril, en danger. Donc, il a en même temps, c'est-à-dire que du point de vue de l'analyse politique, c'était une façon de bébéiser, si vous permettez le terme sur votre plateau, ces chefs d'État qui étaient là pour dire, écoutons, nous sommes ici là, mais nos maîtres nous ont donné certains ordres du jour que nous devons respecter, nous devons avoir certains langages de façon à honorer, à exalter le maître, afin que pour nos fauteuils présidentiels soient toujours sécurisés par le maître. Mais le problème se pose parce que le docteur a précisé l'histoire de ce pays, mais une autre vérité, c'est que Alpha Condé lui-même a été l'homme qui a été soutenu par la France pour fragiliser ou mettre en mal l'émergence politique, la vie politique, ou alors les activités politiques de Sékou Touré, qui était à l'époque celui-là qui a donné une gifle dans le visage à la France. La France ne supportait pas la pilule amère. Et donc, Alpha Condé a donc émergé dans cet espace, dans cette atmosphère sociopolitique en Guinée-Conakry, pour être justement cet adversaire fabriqué par la France pour mettre en mal Sékou Touré. Mais sauf que mal, il en a pris. Parce que quand il arrive au pouvoir, il comprend que non, les choses qui empêchaient Lansana Conté et les autres à prendre certaines décisions abruptes peuvent aussi le rattraper, et directement il veut couper les liens. Et donc le maître lui dit attention, c'est moi qui tiens encore les ficelles du jeu, et même si jusqu'en 2021 on parle de l'émergence de l'Afrique, on parle de l'indépendance de l'Afrique, mais comprenez que c'est juste des expressions qui ne sont pas encore réelles, ni dans vos rêves, ni dans la réalité. Des expressions qui ne sont pas encore réelles, ni dans les rêves, ni dans la réalité. On a donc ici un cheminement. Et Alain Chalikiam, qui est donc chercheur en relations internationales, note que Alpha Condé est lui-même un produit de la France. Bon, ce que ne semble pas partager beaucoup de téléspectateurs, parce que d'aucuns pensent que Alpha Condé arrive là par un concours de circonstances. Tout le monde sait que c'est au lendemain du décès du président Lansana Conté, avec l'émergence d'une junte militaire amenée par le capitaine Dadis Camara, avec le général Sekouba Konaté après, on se dit que voilà, les mêmes causes peuvent produire les mêmes effets, certes, mais à des données différentes. Quand il arrive, il a quand même ce carnet de route, et sa feuille de route, c'est qu'il devrait travailler pour l'amélioration des conditions de vie de ces populations. Aujourd'hui, est-ce qu'on se dit que Alpha Condé, est-ce qu'il y est arrivé, et pourquoi est-ce qu'il résisté pour garder un troisième mandat jusqu'à être la victime d'une junte tout simplement défavorable à sa conduite? Monsieur Constant, vous savez, le pouvoir corrompt. Le pouvoir corrompt. Les risques de sombrer dans l'hubris du pouvoir sont très grands une fois vous accédez au pouvoir. Si vous n'avez pas pris la peine de mesurer l'opportunité de votre présence au niveau de la magistrature suprême, qui consiste à résoudre précisément les problèmes des populations. Moi, je suis très outré de ce débat qui voudrait que 60 ans après les indépendances, on continue à attribuer la responsabilité de nos bêtises aux Français.
Ça, c'est un débat qui m'horripile au premier chef. Ça m'horripile. Je pense quand même que lorsqu'on a 60 ans, on est un adulte révolu. Les États africains sont suffisamment adultes pour pouvoir, j'ai envie de dire, assurer leur destinée. Nous avons opté pour la démocratie comme mode de gouvernement, comme régime de gouvernement. Nous avons des constitutions. Respectons les constitutions. On ne peut pas du jour au lendemain, chaque fois, estimer que si ça ne va pas marcher à tel niveau, c'est de la responsabilité de la France. Vous avez dit dans votre thématique, l'armée comme arbitre, comme maître du jeu. Comme maître du jeu. En Guinée-Conakry. Comme nulle part dans le monde est toujours là quand c'est mauvais. Nulle part, M. Constant, nulle part, dans une démocratie, dans une république, l'armée est le maître du jeu. Nulle part. Le maître du jeu, c'est le peuple. C'est le peuple qui est le Léviathan. C'est le peuple qui est détenteur du pouvoir souverain. C'est le peuple. Lorsque l'armée commence à s'intéresser au pouvoir, ça veut tout simplement dire que au sein de cette société, on a échoué au niveau des vertus démocratiques. Donc moi, je ne suis pas de ceux qui estiment que l'armée devrait venir siffler la fin de la récréation chaque fois que le politique a mal à partie avec la gouvernance. Non, il faudrait qu'on apprenne à, du moins qu'on s'inscrive sur le canevas démocratique qui voudrait qu'il y a une certaine mandature à respecter, mandature durant laquelle les problèmes des populations seront adressés et les solutions seront... On va apporter des solutions. Lorsque ce n'est pas, les populations ne sont pas satisfaites, il y a un moment où, ça s'appelle l'élection, il y a un moment où ces mêmes populations opèrent des choix. Donc dire ici que l'armée devrait jouer le rôle d'arbitre chaque fois, j'ai dit c'est même essayer de lui priver de sa mission principielle. Sa mission principielle qui est d'accompagner le pouvoir et d'apporter la sécurité à l'intérieur des frontières. Mon cher Machia, quand on regarde, on se dit l'armée, est-ce que l'armée aujourd'hui, tout le monde dit la population a mal, et c'est elle peut-être qui devrait se soulever, et puis du coup, c'est beaucoup plus l'armée qu'on voit. Dans une situation comme celle de la Guinée-Conakry, il y a 10 ans en arrière, nous étions encore en 2010, ça fait 11 années aujourd'hui, le président Alpha Condé est arrivé au pouvoir, c'était toujours au sortir d'une junte. La junte, quand on dit que les militaires restent maîtres du jeu politique, est-ce que ce n'est pas au regard de ce que le peuple est peut-être dépourvu tout simplement de force et que le dernier recours est souvent l'armée? D'ailleurs, on voit, quand on annonce l'interpellation et l'incarcération du président Alpha Condé, les populations du plus grand au plus petit, les jeunes comme les vieillards et même des nourrissons ont carrément crié à la libération. L'armée comme maître du jeu, c'est un terme qui s'y est. L'armée comme maître du jeu, c'est ce qu'on pourrait dire au regard des événements que nous sommes en train de vivre. Mais, cher Constant, les peuples africains, depuis 1960, disons jusqu'à ce jour, ont toujours généralement subi la répression de l'armée, et laquelle répression a plongé ces populations-là dans une sorte de psychose, ce qui fait en sorte qu'elles n'ont pas toujours eu l'audace de dire non lorsqu'elles sont en train de subir une injustice. Certes, il y a des exceptions, on l'a vu au Burkina Faso, je crois. Le peuple s'est levé d'un seul homme. Là-bas, il y a une société civile structurée. Oui, il y a une société civile structurée, je n'en disconviens pas. Mais il ne faut pas également ignorer que le peuple, parfois, face à la répression de l'armée, on l'a vu, on le voit également dans certains pays en Afrique centrale, demeure parfois incapable de poser un certain nombre d'actes. La population décide à un moment donné de baisser les bras et d'occuper le poste de simple observateur. Et c'est ce silence-là parfois qui inquiète et suscite des interrogations. Et lorsque
l'armée intervient comme dans le cas de la Guinée-Conakry. À un moment donné, pour ce peuple-là qui a perdu de l'espoir, qui vit dans la misère depuis un certain nombre de décennies, ce n'est qu'une belle chose. On a vu le peuple guinéen applaudir, acclamer ces actions menées par la junte en Guinée-Conakry. C'est un concert. Oui, peut-être. Cette population souffre encore d'une ignorance politique. Parce que cette population-là ignore encore les dossiers, les véritables dossiers qui se gèrent en amont. Peut-être faudrait-il davantage éduquer les populations africaines sur le plan politique afin qu'elles apprennent à jouer leur véritable rôle dans le processus de démocratisation des sociétés africaines. Mon cher Charlie, voici donc un pays qui a un président régulièrement élu, mais qui est victime des questions de trucage de la Constitution, si on peut le dire ainsi. Mais au lendemain de sa déchéance, on voit enfin certains organismes sous-régionaux et même panafricains au devant de la scène. Je voudrais parler ici de l'Union africaine et de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Et un téléspectateur qui pose la question voudrait savoir où est-ce que sont souvent passés ces organismes pour venir seulement quand il y a déjà eu les déchéances de pouvoir. Pourquoi est-ce que ces organismes et organisations, fussent-ils sous-régionaux ou panafricains, ne peuvent pas intervenir pour inviter leurs pairs aujourd'hui, puisqu'on dit ainsi, à la raison pour ne pas plonger les pays dans l'impasse et l'incertitude totale? Oui, justement, ces organisations sous-régionales et l'Union africaine, qui est l'organisation continentale, n'a pas ses forces. Je voulais commencer par faire comprendre quelque chose. Quand le monde doit passer à la mondialisation, il y a eu un débat intellectuel entre les géographes. Et les géographes anglo-saxons ont préféré le mot de globalization. Et parce que le globalization, selon les anglo-saxons, c'est le pilier économique qu'on touche. Et le débat chez les francophones, c'est-à-dire l'école de géographie française, a préféré la mondialisation. Or, la mondialisation il touche l'économique, le politique, le culturel et le social. Donc, à partir de cette victoire de la mondialisation sur la globalisation, il y a eu ce qu'on appelle les pôles économiques. C'est-à-dire, les gars ont créé les pôles du monde et c'est ces pôles qui décident du chemin à prendre. Et donc, les pays africains n'ayant pas le pôle, c'est-à-dire que les armes économiques, n'ayant pas les armes culturelles et les armes médiatiques, vont donc subir. Et donc, l'Union africaine sera dans une organisation internationale qui est financée par l'Union européenne, à partir bien sûr, et la CEDEAO et les autres organisations sous-régionales. Donc, à partir de cet instant, quand les intérêts de ces puissances occidentales doivent passer en avant, ces responsables, ces représentants africains n'auront pas leur mot à dire avant le problème, avant la CENI. Parce que la question du téléspectateur est importante. Pourquoi est-ce que, au vu des manigances, des jeux, des tractations pour la modification de la constitution en Guinée-Conakry, la CEDEAO ou l'Union africaine n'était pas levée pour frapper du poing sur la table et dire non, assez avec les modifications de constitution pour se représenter et prendre une décision ou des sanctions à l'encontre d'Alpha Condé en son temps. Et maintenant veut essayer d'apporter la solution lorsque les carottes sont cuites. Donc, c'est tout simplement parce que l'Union africaine, telle que enseignée et véhiculée au sein de la population, n'existe que véritablement sur du papier. Il n'y a pas une véritable force, il n'y a pas une véritable idéologie. Et encore, il n'y a même pas un véritable meneur. Tout meneur qui essaye de lever la tête, on essaie de l'écraser, on essaie de l'éteindre. Et du coup, les autres comprennent que quand ça s'est passé comme ça, ici ou là, je dois revenir à la raison de mes sentiments pour ne serait-ce que préserver et allonger mes journées sur la terre. Donc aujourd'hui,
que ce soit toutes les organisations, toutes les communautés économiques régionales qu'on a en Afrique, ou bien les organisations sous-régionales, n'ont pas vraiment les coudées franches pour prendre des décisions qui vont aller dans le sens de la préservation de la paix dans les pays, et dans le sens vraiment de l'institution, ou bien transformer les institutions des pays membres à devenir des institutions fortes, efficaces, en vue de travailler en vue de l'émergence de ces pays-là. L'émergence des pays en dépend, donc c'est l'une des raisons pour lesquelles on se retrouve à suivre les bruits des bottes pratiquement dans le nombre de capitales africaines quand ça ne va plus. Mais on a envie de se poser la question. Maintenant, les sanctions, jusqu'où est-ce qu'on peut aller en Guinée-Conakry? Voilà un pays qui a été tout simplement, je ne sais pas, interdit de toutes les activités de la communauté économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest. Mais il y a également que cette semaine, la même communauté économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest est réunie au lendemain de l'avènement de cette crise à Conakry, sous l'égide du président ghanéen, a également eu cette mission de haut niveau qui a été cette semaine à Conakry. Du coup, on se demande à quoi est-ce qu'on joue à la fin. Vincenzo. À quoi est-ce qu'on joue à la fin, Constant? À rien du tout. À rien du tout. Est-ce qu'il y a même une volonté politique de résoudre le problème en Guinée-Conakry? Je ne pense pas. Puisqu'avant la Guinée-Conakry, il y a d'autres pays qui ont précédé dans ce type de, j'ai envie de dire, dans ce type de comportement, les coups d'État à répétition. Que ce soit la CEDEAO, que ce soit l'Union africaine, a appliqué des sanctions. Ça n'a pas empêché qu'il y ait un coup d'État en Guinée-Conakry. Donc moi j'ai dit on tourne en rond. On tourne en rond. Il faut qu'on arrête avec les coups d'État. Moi je suis pas d'accord avec M. Tia qui pense que c'est la mondialisation. Très bien. Qui pense que c'est la mondialisation ou la globalisation qui plombe l'Union africaine. Non. Avant l'Union africaine, il y avait l'OUA. La mondialisation n'existait pas encore. On ne parlait pas de mondialisation, ni de globalisation. L'Union africaine, c'est quoi? C'est l'OUA moins haut. Ça change quoi? Ça change rien. Ça ne change rien parce que ce n'est pas pensé. Bon, aujourd'hui, dire que peut-être c'est l'Union européenne ou, je ne sais pas moi, ceux qui financent l'Union africaine, qui plombent le fonctionnement de l'Union africaine. J'ai dit non, l'Union africaine n'existait même pas. Elle n'est pas pensée. Sinon, elle n'existe que dans l'esprit de nos chefs de l'État. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faudrait que l'Afrique se regarde dans un miroir et pose véritablement ses problèmes. Le problème de l'Afrique, ce n'est pas en Europe, c'est en Afrique. Est-ce que nous avons la volonté de développer ce continent? Est-ce que nous avons la volonté de développer ce continent? Aujourd'hui, nous sommes là à pérorer sur la Guinée équatoriale, où on a vécu, la Guinée-Conakry, où on a vécu un coup d'État. Alors qu'on sait très bien que la charte de l'Union africaine proscrit les coups d'État. Si on proscrit les coups d'État au niveau de la charte de l'Union africaine, mais on procède aux coups d'État au sein des États de l'Union africaine, vous pensez que l'Union africaine existe? L'Union africaine n'existe pas. Je ne pense pas que nos problèmes se situent au niveau de ceux, entre guillemets, qui financent l'Union africaine. Nos problèmes sont intramuros. Il faudrait qu'on se le dise. À partir du moment où on peut se dire cela, ça veut dire qu'on a commencé à faire un diagnostic objectif. Mais si on va continuer à dire les problèmes de l'Union africaine viennent de l'extérieur, on ne sera pas en train de faire le bon diagnostic. Au résultat de course, le mal va perdurer. Maintenant, Constant, vous parlez de la CEDEAO qui aujourd'hui... pas mal de sanctions, et même l'Union africaine. Vous pensez vraiment que la CEDEAO a des moyens pour sanctionner un État? La CEDEAO, c'est qui? C'est les mêmes États. Ce sont même ces mêmes États. Ce sont ces mêmes chefs d'État qui ne respectent pas la Constitution. Vous pensez qu'ils sont à même de sanctionner leur père qui a été victime, ou alors leur père qui a procédé à un coup d'État, ou alors même celui qui a été victime d'un coup d'État? Moi, je me pose la question. C'est le serpent qui se mord la queue. La question est donc posée. La question qu'on voudrait poser, c'est de savoir, on continue dans le même sillage, pour savoir jusqu'où peuvent donc aller ces sanctions. Parce que ici, la mission de haut niveau qui va à la rencontre du colonel Mamadi Doumbouya a pour objectif de le ramener à la raison, c'est-à-dire demander à la junte au pouvoir de libérer instamment le président déchu et qui serait plutôt gardé en lieu sûr. D'ailleurs, on se réjouit de ce que sa santé, on annonçait déjà ce samedi en journée, les responsables de la CEDEAO
qu'il allait tout simplement bien. Alpha Condé n'est pas mal, il est juste gardé en lieu sûr. Ça veut dire qu'il n'y a aucun dommage physique de son côté. Mais jusqu'où peuvent donc aller ces sanctions? Peuvent-elles rentrer en application? Si oui, comment est-ce que ça va se passer? Et qu'est-ce que les populations, elles, ont à dire dans ce chapitre qui ne fait qu'ouvrir ses premières pages? Constant, je dirais que les armées africaines sont déjà habituées à ce scénario-là que nous offrent les organisations sous-régionales telles que la CEDEAO, la CEAC ou encore la CEMAC. On sait, dès qu'il y a coup d'État, on annonce des sanctions et elles sont là juste de mon point de vue pour dissuader. Qu'est-ce qui va se passer après? L'agent va mettre sur pied un conseil militaire de transition, peut-être organiser des élections et lorsque ces élections seront organisées, accédera au pouvoir quelqu'un peut-être qui peut-être un leader qui ne reflèterait pas vraiment la volonté du peuple guinéen, mais peut-être la volonté d'une puissance extérieure. C'est ma lecture de l'affaire. Et lorsque un dirigeant, un membre de la société civile prendra le pouvoir en Guinée-Conakry, quelqu'un fabriqué, instrumentalisé comme ses prédécesseurs, on ne parlera plus des sanctions de la CEDEAO. On ne parlera plus des sanctions de la CEDEAO. C'est vrai, avec le Mali. L'Union africaine. Pardon? Encore moins de celle de l'Union africaine. Encore moins de celle de l'Union africaine. Puisque nous décrions depuis l'inertie de l'Union africaine et de toutes ces organisations sous-régionales. Mais il y a la souveraineté des États aussi. Un organisme panafricain ne peut pas venir imposer à un président de la République de ne pas modifier la Constitution. Mais une fois que vous intégrez une organisation panafricaine ou sous-régionale, vous cédez une part de votre souveraineté. Tout à fait. Et je crois que on dit souvent l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite. Ça, c'est le principe. C'est le principe, mais il faudrait vraiment que sur le plan empirique, voilà, que cela soit véritablement manifeste. Vicente, je tiens à réitérer que dans le cas de la Guinée-Conakry, les responsabilités sont partagé. Et je crois que la véritable responsable majeur de ce coup d'État serait l'ancienne puissance coloniale, compte tenu des positions et des postures de du président déchu. Je reviens sur le plan économique pour vous donner quelques statistiques. Allons-y rapidement. Déjà, parlant des potentialités énergétiques et minières de la Guinée-Conakry, petite recherche menée, la bauxite c'est 40 milliards de tonnes. Le fer, c'est plus de 20 milliards de tonnes. L'or, c'est plus 1 millier de tonnes. Le diamant, c'est plus de 10 millions de tonnes. Et le calcaire, c'est des millions de tonnes en Guinée-Conakry. Et lorsque vous prenez les statistiques des relations commerciales entre la Guinée-Conakry et la France en 2018, la France a exporté, les exportations de la France sont chiffrées à 170 millions d'euros et ses importations sont chiffrées à 75,9 millions d'euros, soit 43% pour les métaux précieux et 45% pour les autres minerais. La France a plus de 80 entreprises en Guinée-Conakry, parmi lesquelles Air France, il y a Bolloré, il y a Castel, Areva. Et il y a Areva. Et il y a une nouvelle entreprise française qui vient de signer, de décrocher une licence d'exploitation de la bauxite. Je crois que c'est l'Alliance minérale responsable. C'est une entreprise Docteur, française. permettez-moi un peu de vous couper, s'il vous plaît. J'ai dit, moi, je voudrais que vous établissiez le lien entre le troisième mandat et tout ce que vous avez cité. Justement, le lien, parce que c'est oui, le lien, c'est le positionnement panafricaniste actuel du président déchu. On l'a vu avec Muammar Kadhafi. Muammar Kadhafi qui a porté le projet de l'Union africaine. On a vu ce qui s'est passé. Ça voudrait dire que si vous voulez ignorer cette responsabilité exogène dans ce qui se passe actuellement en Guinée-Conakry, ce n'est pas bien apprécié de mon point de vue la situation. Mais ça ne voudrait pas dire que dans cette affaire, les Guinéens ou les Africains de manière générale n'ont pas leur part de responsabilité.
les responsabilités sont donc partagées. Il y a la responsabilité qui est le fait de peut-être la malgouvernance avec les questions de modification de la Constitution, parce que ce que tout le monde regarde sur les réseaux sociaux, et tout le monde le dit, il y a également ces ficelles qui sont tirées dans l'ombre. D'ailleurs, de quand évoqué avant ce coup d'État, il y a d'abord la qualité même de l'homme qui est le mec, je voudrais dire ici, le tête de film même de la junte militaire aujourd'hui, qui n'est rien d'autre qu'un ancien légionnaire français et qui est à la tête des forces spéciales qui ont été mises sur pied seulement en 2018. J'ajoute également que c'est l'ami de Sémi Goïta. Voilà, Sémi Goïta qui est également un gros milliardaire et qui a négocié des contrats, des gros contrats aujourd'hui, ce que ne voudrait pas du tout le président aujourd'hui déchu. Qu'il soit donc emporté maintenant par la junte militaire, on se dit tout simplement, il y a anguille sous roche, et le docteur Machia disait tout à l'heure, on ne peut pas parler aujourd'hui de cette Afrique qui peut s'affranchir quand elle est même victime de ces catastrophes, et je voudrais dire de ces catastrophes minérales, de ces minéraux qui se multiplient de part et d'autre et qui causent quand même ces malheurs. Lesquels minéraux voudraient être contrôlés par les uns et les autres. Du coup, l'Afrique est tout simplement là. Alors on dira normalement que l'Afrique est mal partie parce qu'elle est trop riche. Et quand vous êtes trop riche et que vous vivez au milieu des pauvres, les autres vous convoitent. Oui, justement, j'ai lu un document qui disait la malédiction de l'or noir. C'était dans le cadre des recherches au Nigeria. Tout à fait. Parle de la malédiction de l'or noir. Mais moi, je ne m'inscris pas. Il voulait dire que ce débat, c'est un vieux débat parce que en 1991, Axel Kabou a publié un livre, et si l'Afrique refusait-elle le développement. Et en 2000, Djekere, qui est un Ivoirien, a répondu, est-ce que l'Afrique refusait-elle vraiment le développement? Et c'est un débat d'idées. Moi, je me place au milieu. Parce que je dis, Alpha Condé, je dis et j'insiste là-dessus, c'est un produit français. Maintenant, les parcours de chance et les situations sociopolitiques aidant, il est arrivé au pouvoir. Sauf que quand il arrive au pouvoir, il veut rompre le cordon ombilical. Et c'est là où le problème se pose. Et maintenant, pour rompre le cordon ombilical, il se dit, non, je dois renforcer mon armée et mettre sur pied une force spéciale. Maintenant, l'erreur de l'homme, c'est parce que il va donc jouer sur le pilier du tribalisme, parce qu'il est la même tribu que Mamadi Doumbouya. Et deuxièmement, il ne va pas comprendre que quand tu décides de déjeuner avec Belzébuth, tu dois faire très attention, parce que c'est lui qui va décider de la fourchette que tu vas tenir et de comment tu vas tenir la fourchette. Donc des gens qui se sont frottés avec cette puissance, ces ex-puissances coloniales, ont déjà un système d'exploitation dans leur cerveau qui font qu'à tout moment, ils sont maniables et gérables. Et c'est le cas de Mamadi Doumbouya aujourd'hui, qui n'est que celui qu'on met en avant, mais il y a des gens derrière qui sont entrés, sont des véritables artisans de ce coup d'État. Et on a vu les visites de l'ex-président français très récemment, on a vu le milliardaire juif, franco-juif et consorts, qui est même déjà condamné en Allemagne pour ses malversations sur la gestion des affaires dans le monde. Et il parlait de la bauxite Pichinel qui a pris le marché, et aujourd'hui c'est une société française rachetée par le Canada. Donc la France, au lieu de laisser les autres pays entrer dans le couloir économique et traiter face à face avec Alpha Condé, on dirait égal à égal avec les puissances avec ces nouvelles puissances, s'interpose et met une société qui va venir exploiter la bauxite. Or, le capital de cette société est déjà racheté par le Canada. Toutes ces manigances nous montrent à suffit que d'un côté, Alpha Condé, qui voulait devenir panafricaniste sur le changement politique et laisser une bonne image de lui, a fait faux de traiter avec ceux-là qui ont été formés même par la France. Et je vous dis, on ne peut pas dissocier ce qui se passe en Guinée-Conakry de ce qui se passe au Mali. Il y a un lien très pressant, parce que la France veut maintenir son influence dans toute la zone. Il dit le Niger, le Burkina Faso, le Mali et la Guinée-Conakry, qui sont
c'est un scandale géologique, cette zone-là. C'est le Sahel. Et nous savons que dans l'histoire, dans la géologie, que le Sahel, qu'est-ce que dit le Sahara, le désert du Sahara, c'était une forêt équatoriale. Et vous savez que ce sont des minéraux, ce sont des produits, des dérivés organiques. Et donc, c'est un scandale géologique aujourd'hui et que toutes les puissances du monde se battent pour contrôler. Et la France, qui était là depuis la période coloniale, ne veut pas se retirer comme ça, ne veut pas perdre la main dans le jeu stratégique dans cet espace. Et donc, aujourd'hui, est-ce que ces minéraux sont la malédiction pour les pays africains? Je dis non. Je dis non parce qu'il y a une stratégie qu'on appelle le soft power que les Africains peuvent mettre sur pied pour justement essayer d'éviter l'affront avec cette puissance très forte, très puissante, on ne peut pas refuser cela. Et jouer dans des nouvelles stratégies. Nous avons le côté, par exemple, des médicaments, nous avons le côté de l'intellectuel, nous pouvons mettre sur pied des nouvelles chaînes de pensée et de savoir. Il y a une école de géographie en France, il peut y avoir une école de géographie africaine, il y a une école d'histoire en France, il peut y avoir une école africaine d'histoire, pour penser africain, avec des théories africaines, avec des réalités africaines, et former des nouveaux hommes. Parce que tous ces anciens-là ont été, je veux dire, la teinture de la pensée néocoloniale qu'ils ont grappé comme ça pendant leur interaction. Donc il est difficile de s'en défaire aujourd'hui parce que quelles que soient les circonstances, les uns et les autres vont tout simplement rester dans le couloir. Maintenant, que peut donc faire l'armée qui a pris le pouvoir, qui depuis quelques jours multiplie quand même des petites actions qui vont un peu vers l'apaisement, en acceptant quand même de travailler. Mais la même armée dit quand même qu'elle ne voudrait pas des soutiens factices, notamment les partis de l'opposition qui veulent créer des motions de soutien et autres, tout ça. L'armée ne voudrait pas, eux ils voudraient passer à quelque chose de concret. Que peut donc la bande à Mamadi Doumbouya pour pour une nouvelle Guinée-Conakry? Et là on va sortir par là. Elle ne peut rien du tout. Elle ne peut rien du tout. Je convoque ici Machiavel. Machiavel l'a dit... la politique, la démocratie, c'est quelque chose de très sérieux pour être laissé entre les mains de l'armée. Du coup, l'incompétence de l'armée est mise à rude épreuve ici. Ce que la junte devrait faire présentement, c'est de remettre le pouvoir aux civils. À qui donc? Il y en a suffisamment. Ça s'appelle Diallo. C'est le Diallo qui est un membre de l'opposition, lui-même dans l'opposition depuis comme Alpha Condé. Comme quoi en Afrique, chaque leader a son opposant. L'armée doit remettre le pouvoir et regagner les casernes. J'ai envie de dire, la place de l'armée, c'est dans les casernes. La place de l'armée, ce n'est pas dans les salons, vous avez la feutrés. Les salons feutrés des palais. Non. La place de l'armée, c'est dans les palais, dans les casernes. On pense à la sécurisation intérieure et extérieure des frontières. Je ne pense pas que cette armée ait cette volonté politique. Si tant il est qu'elle comprendrait quelque chose dans la politique. Je ne pense pas qu'elle ait cette volonté. L'armée actuellement, cette junte actuellement veut gagner du temps. Parce qu'en gagnant du temps, elle va s'implanter et elle va consolider ses acquis. Or, il est question pour cette armée aujourd'hui de remettre le pouvoir, d'organiser les élections. Elle peut très bien organiser les élections, du moins enclencher un processus électoral auquel elle va ajouter, ou alors elle va faire venir la société civile, les partis politiques, pour que le processus aille jusqu'au bout. L'armée devrait se dessaisir de ce pouvoir. Plus le temps passe, plus la consolidation de ce pouvoir par l'armée est, j'ai envie de dire, maximale. Que doit donc faire l'armée maintenant? L'armée doit rapidement rentrer dans les casernes, donner quitus, c'est-à-dire rendre la politesse à toutes ces organisations régionales et à l'Union africaine qui demandent la libération du président déchu. Est-ce une façon de demander que le président déchu doit revenir, continuer ses affaires et remettre lui-même le pays à une autre personne à travers une élection démocratique? Le président déchu, ça c'est impensable. On va revenir aux affaires. Je pense que son sort est scellé. Soit il est exilé, soit s'il refuse l'exil, il va affronter les tribunaux.
Nous savons tous que la gestion, la gouvernance en Afrique, généralement, est entachée de nombreuses casseroles. Mais le plus important serait que cette armée puisse organiser, conduire un processus, mettre sur pied un processus électoral qui permettrait à, comme le dit Vladimir Vicenzo, à un civil choisi par le peuple. Ah bon, un civil qui fait l'unanimité. Un civil qui fait l'unanimité. Et qui n'est pas teinté. Pourquoi c'est l'unanimité? Nous sommes très constants. Ça, c'est l'idéal. C'est l'idéal. Mais lorsqu'il y a coup d'État militaire, l'agenda de cette armée, de mon point de vue, est déjà bien défini. Celui qui prendra le pouvoir ne sera qu'un autre satellite de l'ancienne puissance coloniale. Mon cher Charlie. Merci. Je voulais dire une chose. C'est que quelque chose m'a marqué. La commission de la CEDEAO est arrivée à poser une question à Mamadi. Vous comptez prendre combien de temps pour organiser les élections? Il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu justement parce que le maître n'a pas encore dit ce qui doit se faire. Le temps pour eux de signer les contrats, si possible. Donc l'armée ne sait pas ce qu'elle doit faire actuellement. Et donc, nous savons que ce qui va se passer, il a commencé les méthodes de Dadis Camara, c'est-à-dire il appelle les ministres, les interroge, remettait les véhicules, les gens acclament. Les gens acclament parce qu'ils ne comprennent pas ce jeu. En 2008, l'année 2008, Dadis Camara a fait la même chose. Et finalement, lui-même ne voulait pas laisser le pouvoir. Il a fallu qu'on appelle un ancien qui était lui en train de se reposer pour organiser les élections. Donc, ce qui va se passer, c'était le numéro 2 du Conseil national de la réconciliation. Oui, ce qui va se passer, c'est que qui a donc été mis de côté et puis lui il a conduit le pays en processus démocratique pour faire respecter la parole donnée par la jeune. Donc ce qui va se passer, c'est ce qui s'est passé en 2010. Donc on va aussi chercher quelqu'un de neutre pour organiser les élections. Pour ce que je voudrais dire, l'un des pays en Afrique où l'armée a dirigé jusqu'à aujourd'hui, c'est le Nigeria. Donc nous avons vu les généraux arriver au pouvoir et partir. Parfois ils sont revenus comme civils, comme c'est le cas avec Buhari jusqu'à aujourd'hui. Et là-bas, il y a certaines réalités qui permettent cela. Mais en Guinée-Conakry, il serait judicieux de remettre le pouvoir à un civil et que le peuple soit vraiment le souverain qui donne son pouvoir à un civil qui va présider aux destinées de la Guinée-Conakry. La Guinée-Conakry, premier rideau de cette émission. Vous êtes toujours sur le tam-tam du continent, c'est BNews One et l'émission c'est la tribu du continent. Nous sommes à parler dans le cadre de notre magazine hebdomadaire d'analyse de l'actualité africaine telle que vécue par la rédaction de BNews One. Nous allons respirer, prendre le condensé de l'actualité africaine et revenir pour la deuxième partie et la fin de cette émission. Et là, nous allons faire un tour au Tchad pour parler donc du Conseil militaire de transition qui est en train de penser à un gouvernement d'union nationale, à un comité national de transition. C'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Après donc, le condensé de l'actualité africaine qui nous est préparé par Martin Bapongue et Amel Tala. Vous êtes sur Universal News TV. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a fermement condamné dans un tweet la prise de pouvoir en Guinée par la force du fusil, appelant à la libération immédiate du président Alpha Condé. Le président en exercice de l'Union africaine, Félix Tshisekedi, et le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, ont quant à eux invité le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine à se réunir d'urgence pour examiner la nouvelle situation en Guinée et prendre les mesures appropriées aux circonstances. Pour sa part, la CEDEAO, à travers le Ghanéen Nana Akufo-Addo, son président en exercice, a exprimé sa grande préoccupation et condamne avec la plus grande fermeté le coup d'État. Cherchant à rassurer les populations et les investisseurs miniers au lendemain de la prise de pouvoir par les militaires, le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya, l'officier supérieur à l'origine du coup d'État en Guinée-Conakry, en cours de sa prise de parole le 6 septembre dernier, devant les membres du gouvernement, promis de mettre en place une politique d'union afin de superviser dans le calme la période de transition. Nous voulons rassurer tout le monde, ici présent, qu'il n'y aura aucun esprit de haine ni de vengeance.
Il faut dire qu'il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Je veux tout de même vous informer qu'un déplacement hors de nos frontières ne sera pas autorisé pendant la transition. Tous vos documents de voyage et vos véhicules de fonction doivent être remis au secrétariat de vos anciens départements. À la suite de cette sortie, le chef de l'opposition guinéenne, Cellou Dalein Diallo, a contre toute attente confirmé son soutien à la junte. Le CNRD peut compter sur le soutien de l'ANAF dans l'effort qui vise à construire une démocratie apaisée dans notre pays. C'est par un tweet que l'Union africaine a annoncé ce vendredi la suspension de la Guinée-Conakry de toutes ses activités et organes. La décision est rendue publique alors qu'une mission diplomatique de la CEDEAO est arrivée à Conakry cet après-midi après la suspension actée mercredi dernier. La délégation conduite par Jean-Claude Cassibrou avait entre autres exigences la libération du président déchu Alpha Condé. Selon Africa News, la suspension de la CEDEAO est vue d'un mauvais œil par le peuple guinéen. La CEDEAO continue de demander la libération immédiate et inconditionnelle d'Alpha Condé détenu depuis le dimanche 5 septembre, ainsi qu'un retour à l'ordre constitutionnel. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.